n'est pas passible de peine criminelle. Donc, on peut dire que le législateur même en a un peu tenu compte pour la cohésion de la famille. Mais quand les faits sont constitués, c'est-à-dire qu'il y a eu inceste, généralement, c'est dans l'appréciation que le juge, l'appréciation de la peine à donner que le juge peut tenir un peu compte. Mais on ne peut pas dire que parce que c'est la même famille, il faut préserver la cohésion, on ne va pas punir cet acte ou bien poursuivre la personne. Peut-être on en tiendra compte dans la peine à lui donner. Bon, le pourquoi je pose ces questions, parce que généralement, quand la justice finit de donner sa verdict, vous allez occuper 6 mois avec 2 mois de sursis. Et maintenant, quand on revient en famille, c'est là où ça pèse. Ça pèse à telle sorte que parfois, les victimes ont envie de revenir. Et je sais que vous recevez de ces cas-là qui reviennent vers vous pour dire qu'il faut les libérer parce qu'à la maison, c'est chaud. Oui. Généralement, lorsqu'on reçoit ces cas, vous allez constater, le plus souvent, ce sont les enfants qui sont victimes. Et quand il y a la pression sociale, familiale, ils reviennent après avec un retrait de plainte. On apprécie au cas par cas. Ce n'est pas parce que c'est l'oncle qui a abusé de la petite et pour sauvegarder la paix sociale qu'on va le libérer. Il faut tenir compte aussi de l'état de la petite. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on constate qu'il y a une pression, pour ne pas dire qu'on a demandé pardon, elle n'est pas venue, nous, on leur dit de venir avec le retrait de plainte. Ils formulent le retrait de plainte, les deux parties viennent et on leur notifie. Ça veut dire au cas par cas. Voilà, c'est votre frère, c'est votre parent, il retire la plainte. Mais nous le maintenons. Okay. Pas forcément aller jusqu'au bout, ça dépend des cas. Il y a certains qui retirent la plainte. Par exemple, des cas de pédophilie, il y a le retrait de plainte, mais la personne est maintenue jusqu'aux assises, comme vient de députer par exemple pour la cour d'appel de l'ONU actuellement. Donc, on se dit souvent, ce n'est pas le parent qui a été victime, c'est la petite. Et eux, quand on amène l'enfant à l'hôpital, ils disent d'acheter les médicaments et c'est tout. On ignore ce qui est important, la prise en charge psychologique. La prise en charge psychologique. Donc, nous apprécions au cas par cas. Et quand ils viennent, ils se rendent compte que les parents ont retiré la plainte, c'est la justice. Après, ils ne retournent plus contre la dame. Ou bien le papa, la maman. Ils reviennent tout le temps vers moi et leur disent, mais le dossier est en cours, patientez. Ok, c'est bon. Vous permettez, je vais aller dans les corps habillés. Monsieur le commissaire, vous recevez un cas d'une dame fréquemment battue par son mari. Ils ont des enfants légalement mariés. Comment est-ce que vous accompagnez cette femme-là? Quelle est la procédure? Comment est-ce qu'elle doit déposer sa plainte? Est-ce que vous lui dites en tant qu'homme que Romain est qui a? Oui, est-ce que dites-nous un peu comment ça se passe? Les affaires, nous sommes dans les commissariats généraux sont des lieux de transition des affaires. C'est-à-dire que nous avons nos chefs qui sont à la justice, c'est eux. Donc quand on a connaissance d'une affaire, on leur rencontre d'abord. Nous pouvons qualifier une infraction, mais arrivé chez eux, ils peuvent requalifier ça d'une autre manière. Parce que nous, chez nous, on n'a pas une décision comme ça à prendre sur les affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on rassemble les preuves et qu'ils nous donnent leur mot, nous, on fait la procédure, et on envoie les auteurs là. Nous, on n'a pas à juger les affaires chez nous. On qualifie les infractions et on fait la procédure. On envoie. Donc, c'est chez eux que ça se juge, avec leur accord. Donc, nous, on n'a pas à prendre une décision sur un fait. On rencontre des faits et ils nous disent, ah, les faits sont constitués. Ils peuvent requalifier l'infraction. Hein. Bon, ils peuvent voir ça. La question que je pose au fait, c'est que parfois il nous arrive, en tant que société civile, d'assister certaines femmes qui après nous relatent des faits. C'est-à-dire, tu vas au commissariat, à la gendarmerie pour aller te plaindre. Oui, nous sommes en train de vous dire des réalités ici. Voilà. Qui vous disent, ils sont oui à vous. Et puis, au béton, il m'a pris la première. Et la femme va dire, on commence à faire un lavage de cerveau à la femme. À tel point que, au lieu de déposer la plainte, parfois elle dépose malgré elle et qu'elle ne revient pas. Parce que c'est en vous qu'elle avait eu confiance premièrement pour venir. Mais déjà, le fait de la dissuader, de la mener, c'est comme si vous la menez à changer la vision, c'est-à-dire cette vue violentée. Donc, on essaie de faire comprendre que, en fait, c'est pas, faut pas appeler ça violence,
que ça peut arriver dans les couples. C'est là où je voulais Non, je vous comprends, mais ces actes ne sont pas tellement oui, c'est pas bon. Dire, estroyer si demain ça retombait. Sinon, moi, j'étais quelque part quand je suivais, hein, moi j'étais juste assise, quand la femme, elle disait ça à l'agent de l'indemnité. Elle dit qu'il y a rien, quand même, ils sont allés pour eux. Pourquoi même il y a un eu? Eh bien, il y a une convocation. Quoi? Et sur le pour la convocation, là-bas, on est à. J'étais choquée. C'est pourquoi je pose la question de comment est-ce que vous arrivez. S'il vous plaît, il y a une mérite. Pour renchérir à ce que le collègue vient de dire, moi je dirais que effectivement, ce sont des trucs qui se passent. Ça se passe. Mais je pense que c'est. Quand je pense, je veux d'ailleurs prendre un exemple. Quand vous arrivez dans un commissariat, nous portons tous la tenue, mais nous avons deux qualifications différentes. C'est seulement celui-là qui a la qualité d'OPJ qui peut écouter quelqu'un et qualifier, rendre compte au procureur. Mais ce à quoi nous sommes confrontés le plus souvent, c'est que nos collaborateurs, par exemple, qui reçoivent, qui sont les premiers contacts, souvent c'est à ce niveau-là que certains parlent peut-être voulant faire bien, voulant peut-être placer leur mot, donner des conseils. Mais c'est un truc sur lequel nous travaillons. C'est pour cela qu'il y a toujours des séances, il y a toujours des formations de renforcement de capacité. Nous luttons beaucoup là-dessus. Donc, quand vous êtes à côté, par exemple, que vous vivez quelque chose comme ça, et que vous avez peut-être l'opportunité de toucher une voie, la voie la plus autorisée de cette brigade ou de ce commissariat, vous pouvez le faire. Parce que c'est en collaboration que nous pourrons lutter contre tout ça là. Le CB, l'OPJ ne veut pas être quelque part dans son bureau et en même temps vivre ce qui se passe au portail. Sinon, ce n'est pas de son devoir. Quand quelqu'un vient pour une plainte, vous devez recevoir la plainte. Vous devez recevoir la plainte, faire ce que vous devez faire. Si vous rendez compte, il faut rendre compte, d'abord nous rendons compte à nos supérieurs hiérarchiques. Si une convocation doit être délivrée contre X, on délivre la convocation, la personne vient, on écoute la personne, on rend compte au procureur. Si une procédure doit être enclenchée, ça suit son cours. Maintenant, en ce qui concerne les violences telles que vous l'avez dit, bon, moi, pour ma part, ce n'est pas parce que je suis femme. C'est pas parce que je suis femme. Nous recevons également des plaintes venant des hommes. Ça va peut-être vous surprendre. Nous gérons des cas où ce sont les femmes qui battent leur mari. Moi, j'ai suivi quelque chose comme ça au commissariat de Djidjolé. C'était même dans votre bureau, non, je pense. Un monsieur et sa femme, ils se sont battus. La dame avait son habit déchiré, je pense. Le monsieur était en tapette et il était pieds nus. Où le monsieur maintenant a déclaré par la suite que non, quand lui veut sortir, la femme ferme la porte. Donc, il a fait des déclarations qui m'ont amené à comprendre que la femme peut-être était un peu autoritaire. Donc, elle a voulu le prendre par la force et ça a donné ce que ça donne. Et ils sont arrivés. Sinon, que ce soit homme ou femme, quand c'est une plainte, soit. Il n'y a pas à dire que c'est parce que c'est ton mari, c'est parce que c'est ton... Nous, on a déféré d'un monsieur au bureau du procureur qui ont violenté leur enfant. Arrivé chez le procureur les a déférés. Ils ont fait la prison. J'ai géré un cas aussi où c'est une dame qui était enceinte, qui a été violentée. Ça, c'était à Sokodé. Elle est arrivée, c'était fin décembre, à la veille du nouvel an comme ça. Elle arrive tout en pleurs, comme quoi son mari l'aurait bastonné. On dit ok, c'est pour une plainte, on a reçu la plainte, on a rendu compte au procureur. Le procureur dit d'accord, d'aller voir, comme si c'était le soir. Il nous a demandé d'aller avec une convocation de réception. Nous sommes allés interpeller le monsieur est arrivé. Le procureur dit de faire la procédure, on a fait la procédure. Puisque la dame, elle était quasiment à terre. On a fait la procédure. La dame est allée à l'hôpital, elle a suivi des soins. Au moment, on n'avait pas, si vous permettez, on n'avait pas terminé la procédure en 48 heures. Là, il y avait une prolongation. Mais avant que
le monsieur ne soit conduit au bureau du procureur, je vous assure que c'est cette dame-là qui venait nous tenir les pieds. Exactement. Je vous en prie, c'est mon mari, c'est fini. Oh, je ne savais pas que ça irait là-bas. Je ne savais pas. C'est justement aussi pour ça que quand nous recevons les plaintes, moi je cherche à savoir. C'est vrai, il y a eu temps, tu es venu te plaindre. Moi, je vais convoquer ton mari pour qu'il vienne. Mais est-ce que tu veux que la procédure, la plainte sur son cours, ou bien tu veux qu'on sermonne et qu'on le ramène à l'ordre? Et quand elle me dit ce qu'elle veut, moi, en rendant compte, je dis tout ça là au procureur. Là, déjà, on sait sur quel pied danser. S'il vous plaît, acclamez pour les corps. C'est aujourd'hui l'occasion de lever ces préjugés là pour mieux nous comprendre. Il y avait madame qui avait voulu la parole. Dame qui a été violentée là, le procureur a refusé qu'elle allait demander pardon, il dit pas question. Le monsieur il t'a frappé, il n'a pas le droit de te frapper, surtout dans ton état, donc il aille quoi. On l'a amené. Mais comme elle devait accoucher en janvier, étant en prison, la famille du monsieur est allée sortir les bagages de la dame. La famille du monsieur allait sortir les bagages de la dame. Comme quoi, on ne t'a pas épousé pour que tu viennes jeter notre enfant en prison. On ne t'a pas épousé pour que tu viennes jeter notre enfant en prison. Mais lorsqu'elle devait accoucher, ils sont retournés, je pense que les deux familles ou la famille de la dame est retournée voir le procureur. Puisque le monsieur devait assurer. Il devait prendre en charge les frais. Donc on a libéré le monsieur. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ce n'est pas forcément, c'est pas parce que c'est violence qu'il faut être catégorique. C'est justement à ce titre-là que Madame le procureur disait que c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Merci. Elle a dit ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur le fait que je pense que ce sont des cas particuliers où certains agents, parce que nous travaillons beaucoup quand même avec la justice, et comme elle a tout dit, il y a beaucoup d'efforts, des formations et tout qui se font. Donc de nos jours, le cliché qu'on a de l'agent de police qui donne son avis personnel et qui influence vraiment une plaignante, je pense qu'on a dépassé ça maintenant. Donc c'est en fait ce que je voulais dire quand vous lui avez donné la parole. Et pour enchérir, effectivement, c'est au cas par cas que les choses sont traitées. Il y a, c'est vrai, il y a le général qui est là. On sait très bien, violence, c'est violence. On connaît les conséquences sur le plan de la santé. Monsieur Dansou, c'est ça, l'a très bien présenté tout à l'heure sur la santé physique, sur la santé mentale, et pendant des années, toute une vie même, parfois. Et ce sont des situations que nous rencontrons aussi, et qui sont vraiment dramatiques, tragiques. Qui sont tragiques. Et c'est l'occasion de vous remercier pour cet atelier et d'avoir pensé à ce que tous les acteurs soient là. C'est vrai, il n'y a pas des acteurs des religions aussi, parce qu'ils ont leur rôle également dans cette thématique. Donc c'est vraiment, nous avons tous du travail à faire. Autant, on a dit, il y a des élèves, j'ai été très contente, surprise qu'ils soient présents, autant que les agents qualifiés aussi à traiter ces situations. Donc, bon, c'était peut-être le petit mot que je voulais ajouter. Madame Sonia, Docteur Sonia, merci beaucoup. Bon, avant d'aller sur le point que je voulais un peu développer, j'allais demander si une femme qui s'est mariée à un soulard depuis le commencement, comment qu'elle pense la suite de sa vie. Vous voyez? Et si cette dame-là va se présenter à la police pour son mari qui le battait qui soit ensemble depuis 15 ans, je ne pense pas que c'est pour l'emprisonner. C'est tout juste pour lui tirer les oreilles. Mais comme ils ne connaissent pas la procédure normale et qu'elle tombe dedans, quand ça va aller plus haut, l'Afrique est l'Africain. Les autres aussi vont sortir de leur maison. Ça peut même embrasser tout un quartier, voir des villages dans les fonds et interdire les mariages entre ces familles-là. Donc je pense que
les agents qui se mettent quand même à essayer d'éclaircir les choses, doivent savoir les notifier dans leur rapport, tout ça là. Et ne pas refouler les femmes sans avoir écouté l'histoire. Ça va écouter l'histoire. Et c'est très important aussi d'interroger les maris là. Quel que soit ce que le mari a fait, même si c'est minime, il faut le faire une petite conversation. Qui puisse arriver pour savoir que, ah, si dorénavant je répète, bah, ça peut sortir de la maison et aller loin. Bon, pour ma propre expérience, ma vie personnelle, je n'en parle pas souvent. Mais je me demande, est-ce que la violence là, ça veut dire toujours mauvaise chose, négative? Il faut qu'on apprenne aussi aux gens de transformer. Est-ce que violence, Ça veut dire négation, la négation? Est-ce que c'est toujours négatif? Il faut qu'on apprenne souvent aussi les gens à transformer cette violence-là en quelque chose de positif. Ça peut se faire. D'accord? Il y a des coups de bâton que tu peux prendre à la maison parce que tu n'as pas respecté les heures de retour à la maison. Ah, mon papa, le papa. Pour l'enfant. pas sur sa femme. Non. Je ne pense pas que la violence d'enfant, c'est seulement. Non. D'accord. Moi, je parle des élèves et des enfants. Donc, vous avez dit que pour rentrer à la maison, le papa étant de retour déjà à 18h ou à 17h30 à la maison, il sait que si tu es parti à l'école, tu es parti avant quelque part, il te donne l'autorisation juste à 20h pour rentrer. Au-delà de 20h, bon, il commence par réfléchir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Un accident? Kidnapping? Ou tu es allé te trimballer avec des filles? Tout ça là. Donc, quand tu rentres à la maison, du coup, avant de t'écouter, toi-même, tu connais ta dose. Donc, des fois, ça te rappelle à l'autre. Tu regardes ta montre et rapidement, tu reviens à la maison. Des fois, on rentre nez à nez à la maison avec lui. Donc, vous voyez, donc, on peut toutefois transformer ces choses-là en négation pour respecter un peu les choses. Bon, maintenant, par rapport à la pratique, normalement, on n'a pas grand-chose à faire dans la décision. On n'a pas grand-chose à faire dans la décision, c'est l'examen. Quand il y a la réquisition qui arrive, c'est l'examen. On fait l'examen, on fait nos certificats et on envoie ce qui est de droit pour essayer de l'utiliser pour pouvoir prendre leur verdict. Donc, à notre niveau, les problèmes qui se posent le plus souvent, c'est des parents qui ne sont pas cohérents. Quand vous arrivez, eux, ils veulent tout juste voir s'il y a eu des dégâts, s'il y a eu des maladies, s'il y a eu quelque chose, et arrêter l'affaire là. D'accord? Ou des fois, c'est tout juste pour que l'autre côté puisse payer les médicaments sur l'enfant et puis ça s'arrête là. Vous pouvez les amener à dire non, maintenant il faut que ces choses-là, non pas pour la prison, mais il faut que les auteurs soient un peu tirés d'oreilles, qu'ils se prennent connaissance des histoires, tout ça là, et c'est ça. Bon, comme il y a la présence du commissariat, tout ça là, je vais poser une doléance, c'est les affaires de réquisition. Des fois, la victime passe par la police avant d'arriver à l'hôpital. Je me demande s'il faut automatiquement donner une réquisition pour que ça parent puisse l'amener. Des fois, on dit aller à l'hôpital d'abord, aller vous faire examiner tout ça là, et revenir au commissariat. Bon, des fois, quand les dossiers là viennent comme ça, nous on a eu la majorité de faire les dossiers de tout cas qu'on reçoit dans le service. Et donc, entre-temps, les réquisitions arrivent, donc on ne fait que donner le certificat. Si les réquisitions n'arrivent plus, bon, le dossier est gardé à chaud. Le jour où ça peut revenir, parce que tout dossier peut toutefois revenir, le jour où ça revient, bon, on fait les choses. Voilà, c'est une question que je pose. Est-ce que les réquisitions doivent automatiquement accompagner les plaintes ou on peut le faire si ça ne vient pas? Ok, en attendant de donner la parole à monsieur le commissaire, docteur, dites-nous, si aujourd'hui ces cas viennent chez vous, et puis je connais l'avis de mon ami qui vous connaît, vous voyez un peu, et que je dois venir vous voir à la maison le week-end avec quelque chose pour vous dire, quand ça vient, pardon, il faut changer les techniques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abord? Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Et je ne sais pas, quel est le message qu'on doit se passer entre parents, entre amis, lorsque nous avons un membre de la famille qui est à un poste de décision et qu'on ne doit pas faire les trafics d'influence sur cette personne-là dans des cas de violence? Ok, merci.
c'est pas seulement. Je vous ai agressé particulièrement. Après, je vais revenir. Voilà, parce que ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est toi qui connais ton métier. Et je me dis qu'il faut avoir l'honnêteté de ton serment. Tu dois présenter ton serment. Ça peut arriver que des gens disent, mais ça leur risque. Donc vous vous prenez et puis. Donc tu fais ce qui est normal, tu écris ce qui est normal. Nous, on n'est pas la justice. Tu écris ce qui est normal. J'envoie, si tu vas aller négocier, de l'autre côté va négocier. Ce n'est pas sûr, moi, en tête qu'un sang innocent va tomber. Et ce n'est pas pour cela aussi que quelqu'un qui n'a pas commis quelque chose doit être incriminé aussi. Donc, on fait les choses selon ce qu'on a attendu, que nous on fait l'interrogatoire, ce qu'on nous donne comme réponse, on notifie. Quand on fait l'examen, ce qu'on retrouve, on notifie et la justice va décider. Maintenant, c'est le délai aussi de la venue de ces cas-là à l'hôpital. Parce qu'il y a des examens qu'on devait effectuer immédiatement, mais vous allez voir que l'affaire arrive une semaine après. Après, voilà. Donc, ça rend un peu difficile, mais quand même, on arrive à notifier ce qu'on a. J'appelle à l'ordre à tous mes compatriotes et tous mes confrères et consoeurs. Quand ces cas-là arrivent, il ne faut pas qu'ils cèdent aux petites négociations. On respecte le travail, notre discipline, on doit la respecter et faire ce qui est bon de faire. Merci. Excusez-moi pour les questions Ajouter et puis faire un apport pour que déjà de un, mon confrère qui dit épouser un soulard et autres, moi en tant que psychiatre, ce sont des termes qui me dérangent un peu parce qu'il s'agit d'une maladie. Hein. L'addiction à l'alcool, c'est une maladie et qu'il faut soigner. Donc déjà quand la plainte arrive et qu'on voit que c'est ça, c'est qu'il faudrait déjà mettre en route même une injonction de soins par rapport à ce monsieur-là qui, sous l'emprise de l'alcool et autres, tout ça, commet un acte. C'est du médico-légal. Hein, c'est du médico-légal là, parce qu'il est malade. Arrivé à un niveau donné, c'est qu'il est malade. Il a une addiction à l'alcool qui est une pathologie, et qui se soigne. Donc, tant que ce n'est pas fait, et comme il l'a dit, ça va se répéter depuis des années, 15 ans, 20 ans, comme il l'a dit. Donc, c'était important pour moi de relever ça. Et aussi de rajouter que parfois, c'est pas forcément, la porte d'entrée n'est pas forcément la justice. Parfois, les collègues ou nous recevons des patients pour autre chose et en cours d'examen, on se rend compte qu'il y a eu un viol. Donc là, nous sommes confrontés à des difficultés en ce moment. Nous amenons quand même, nous expliquons tout ce qu'il faut à la patiente, au patient, et dans une certaine mesure, hein, à la famille, dans une certaine mesure, je précise bien ça, pour qu'elle puisse prendre la décision qui serait le mieux pour elle ou pour lui. Donc, c'est ce que je voulais un peu ajouter à l'apport de mon collègue. Merci beaucoup pour la... Je recentre un peu le débat. Vu que nous sommes là pour traiter les cas de violence en milieu scolaire, qu'on puisse vraiment rester dans ce cadre-là. Parce que nous, les femmes, quand vous nous donnez la parole par rapport aux violences, on est excitées et puis on va pas partir aujourd'hui. Donc, on va recentrer le débat, miser vraiment sur les cas de violence en milieu scolaire. Il y a les élèves qui sont au milieu de nous. Ils peuvent partager avec nous comment ça se vit, comment est-ce qu'ils vivent ces cas. Il y a les enseignants au milieu de nous qui nous disent comment est-ce qu'ils gèrent ce cas. Et que enfin, les derniers décideurs qui est la justice nous disent si ces cas leur arrivent, comment est-ce qu'ils gèrent les difficultés rencontrées afin qu'on puisse vraiment sortir avec des résultats. Sinon, c'est ça, je venais juste d'écrire que j'allais donner la parole aux élèves pour qu'ils puissent s'exprimer. Chers amis, c'est vrai que vous êtes dans le milieu scolaire et c'est aussi vrai. Peut-être que vous n'avez pas été... peut-être qu'il y a des camarades qui ont été victimes et qui ont causé, vous avez écouté. Parlez-nous un peu de ces cas-là. Un élève qui fait la cour à votre camarade, elle refuse les chantages, ou un professeur, dites-nous, on est entre nous ici. Bon, en fait, moi, je n'ai pas tellement eu de cas de violence, je n'ai pas entendu parler comme ça, mais bon, les films et autres, je
je n'ai pas eu d'amis Qui en qui a parle? été, ou soit, peut-être j'aimais, elle n'en parle pas. Donc, je ne sais pas tellement. Donc, il n'y a pas de camarade depuis que vous avez commencé, depuis 6e jusqu'en terminale, qui vous a fait la preuve, que vous avez dit non, et puis il insiste, ou parfois maman vous envoie quelque part, et puis il va vous croiser de l'autre côté de la route. Vous n'avez pas été victime de ça? Ah, si. Ou bien vous ne savez pas que c'est ça qu'on appelle violence. Ah, bon, je ne savais pas que ça c'était violent. Alors, il essaie d'insister. Bon, quand... Non, elle a raison, réaction normale. C'est une réaction normale. C'est non, c'est non. Eh bon, si tu insistes tellement, moi aussi je vais te dire ce que j'ai à dire. Juste que, bon, n'insiste pas. Je vais en parler à papa. Hein, bon. Tu connais ma maman, non? Elle est chaude, hein. Tu veux des problèmes. Je te dis ce que j'ai. C'est habituellement, ce sont les choses que vous rencontrez. Comme ça, si tu veux encore insister, ça te regarde. Cher professeur, permettez-moi de poser des questions. Hein. C'est-à-dire, vous êtes là et puis c'est la fin d'année, on sent que vous-même vous sentez que vous n'avez pas vraiment fourni d'efforts et puis vous allez voir le professeur de vous aider et puis dire en contrepartie, tu sais ce que tu dois donner. Ouais, vraiment. Mais ça va. Je ris pas s'il vous plaît. Je sais pas comment je vais dire, mais bon, tu veux t'exprimer en éveil? Non, je sais, non, si ça pourrait l'aider à vraiment nous dire ce dont elle a envie. En fait, elle fait partie des meilleurs élèves, donc la question là, je ne pense pas qu'elle serait. C'est pas ça en fait, pas. C'est la raison. Allez, vas-y. Je sais pas, vas-y. C'est que, allez, j'ai mis des matières, quoi. C'est que si tu veux faire, moi aussi je vais te montrer, quoi. Ouais, comment tu peux diminuer mes notes? En fait, il y a madame qui va réagir après ma redonnance. Il y a d'autres filles qui vivent cette situation. Bon, moi, je vais partager un peu ce que le GF de faire. Et nous exécutons un programme de jeunes dans 25 établissements de la préfecture de Zion. Donc, il y a 25 établissements de la région maritime. Donc, nous sommes dans 17 écoles de Zion, et 8 écoles de Zion et puis 9 écoles de Lac. Et ce problème se pose avec la petite. Donc, on a formé des clubs scolaires et on les a formés sur différentes thématiques. Et ils font la paire éducation. Et c'est tout au long de cette formation qu'on leur apprend la culture de la dénonciation. Et cette petite astuce-là que les hommes et les enseignants peuvent avoir. Donc, les 15 de le cours, quand on prend un club, on a 15 élèves. Habituellement, c'est comme je vais donner l'exemple de la préfecture de Zion, où dans un établissement, on a, disons dans la préfecture de Zion, on a 15 clubs de filles et puis 2 clubs de garçons. Parce qu'au départ, c'est un projet uniquement conçu pour les filles. Mais dans l'exécution, on s'est rendu compte que si on envoyait seulement tel message aux filles, ça ne pouvait pas résoudre le problème. Et donc, avec l'inspecteur, dans temps là, il a émis l'idée qu'on puisse aussi mettre en place des clubs de garçons. Et on leur donnait les mêmes informations. Et donc, ils ont commencé par faire la planification. Donc, dans les thématiques sur la violence, on leur apprend la culture de la dénonciation. Et donc, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, d'un professeur, d'un ami même, d'un camarade garçon, qui ne cesse de vous harceler, de vous dire de ces paroles et de faire des attouchements, ayez le courage de dire je ne veux pas. Et que votre non soit votre non. Ça, c'est une question d'éducation qu'on doit toujours
inculqué. Donc, il y a aussi les enseignants qui sont là, dans ce club-là. Donc, je disais qu'il y a 15 filles, 15 élèves et puis 2 enseignants. Et au même moment, on met 2 parents d'élèves dans le club. Donc, ça fait 19 personnes. Donc, puisqu'on sait que dans nos en famille, il est toujours plus difficile aux parents d'aborder ces thèmes-là avec les enfants. Donc, on leur apprend déjà à le faire. Et donc, ces parents-là seront aussi les porte-parole au niveau des autres parents pour pouvoir véhiculer ces messages. Au départ, les parents n'étaient pas contents parce qu'ils disent qu'on est en train de donner de mauvais conseils aux enfants. Mais à la longue, ils ont fini par comprendre que c'est tellement intéressant et que ces filles ont appris quand même se comportent maintenant mieux par rapport à ce qu'ils pensaient. Donc, un enfant aujourd'hui, à qui peut-être un professeur fait la cour, il sera facile de dire non, je ne veux pas. Si tu continues, je vais dire à mon professeur. Et les professeurs aussi sont là pour écouter. Donc, dans la préfecture des Lacs, par exemple, il y a un censeur, un proviseur même qui, aujourd'hui, s'appuie sur ce club-là pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là de péninotes ou bien de ce que le consultant avait dit tout à l'heure. Voilà, donc, on essaie là, ces professeurs font quand même violence sur ces filles-là, qui peuvent les dénoncer. Mais on essaie de les rassurer pour dire que non, il faut que vous arriviez à amener ces professeurs à comprendre. Donc, si c'est normal, on explique que c'est normal aussi qu'un professeur qui vous fasse la cour, mais vous êtes aussi obligé de le faire comprendre que non, je ne suis pas encore prête. Alors, il doit vous laisser. D'accord, donc c'est le travail qu'on fait. Et il y a, bon, vous savez qu'à l'intérieur, il y a moins de femmes enseignantes que de profs. Il y a ça, ce problème aussi qui se pose. Donc, l'enseignante, quand même, qui est là et qui veut toujours avoir un regard sur ça, les hommes, parfois, ça les énerve aussi. Parce qu'il y a une femme qui m'a confié, à un moment donné, elle dit, hey, maintenant, ce sont mes filles, hein. Quand vous voulez dire quelque chose à une fille, venez me voir d'abord. Et ça a été, les enseignants, les professeurs l'ont hué et dit, c'est quoi? Ça fait vraiment, ça a amené quand même un peu de bagarre, mais la femme a insisté. Donc, ce sont vraiment des choses qui se passent et que nous devons vraiment accompagner. Aujourd'hui, apprendre aussi la petite de la dénonciation et comment déjouer aussi toutes ces manigances des professeurs et rester vraiment ferme à leur décision de dire non à toute forme de violence qui peut s'adresser à eux. Donc, voilà un peu ce que je voulais faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on matière de protection des enfants, il y a des punitions alternatives. Madame, donc nous allons fermer la parenthèse là, entre nous. Mais normalement, c'est le message qui est passé. Et c'est pourquoi on a mis comme encadrement les enseignants. Qu'ils puissent aussi transmettre ce même message aux autres collègues. Donc, ce n'est pas toujours facile, puisqu'il y a des pros et puis il y a ceux qui poussent l'idée. Donc, ceux qui sont vraiment pour la promotion des filles, ils disent OK, ils ont compris. Mais il y a d'autres qui disent toujours non. Donc, peut-être qu'ils font en dehors. Et c'est là où on dit toujours aux filles, ayez le courage d'en parler. Ayez le courage d'en parler. Donc, si ce professeur, bien que vous lui dites que vous ne voulez pas et qu'il insiste, donc ayez vraiment ce spirit-là de dire à une telle personne. Mais depuis qu'on a commencé, depuis 2007 qu'on a commencé ce projet, il n'y a pas eu quand même de professeur qui est encore adressé, qui est harcelé des filles. Et aussi, il y a des professeurs femmes qui harcèlent des jeunes garçons. Des jeunes garçons, on n'a pas eu de cas. D'accord. Monsieur le professeur, dites-nous un peu. Avoir une penchant pour un élève ou bien une élève, bon, ça n'en manque pas. En tant qu'humain, vous pouvez apprécier l'autre. Mais en qualité d'enseignant, nous avons de l'éthique. Et cela ne nous autorise pas à enfreindre la loi. Et donc, nous essayons de faire le travail comme cela se doit. Et j'aimerais dire que, quelque part, quand on parle de violence faite envers les filles, ou bien bon, en milieu scolaire, il va falloir qu'on revoie un peu le thème parce que parfois c'est plutôt le contraire. Vous rentrez dans une classe
Et bon, une fille, les filles sont là, les jambes bien écartées. Parfois, ils n'ont pas de sous-vêtements en dessous. Ou bien, bon, je crois que pour cette lutte-là, dans notre établissement, on essaye de sensibiliser les filles par rapport à ça, à pouvoir porter les jupes ovales, ce qui fera que même s'ils s'asseyent, ça peut couvrir tout. S'il vous plaît, acclamez pour le professeur pour moi. C'est vrai qu'on nous dira que la vie ne fait pas le moine, mais réellement, moi, je suis pour celle qui pense qu'on doit recadrer nos apprenants sur le style d'habillage. Donc, allez-y, monsieur. Donc, en ce qui concerne les violences, je crois que nous essayons de renforcer les mesures pour pouvoir prévenir ces violences-là, pour ne pas aller à la violence, c'est-à-dire que pour ne pas porter la main sur un élève et essayer de recadrer aussi le système à ce qu'il y a un rapport élève-enseignant. L'élève doit connaître son devoir et l'enseignant doit connaître son droit envers cet élève-là. Et donc, c'est ce que nous faisons généralement au lycée Aguerre. Nous essayons quand même de lutter contre les violences faites aux élèves. Et surtout, par rapport aux punitions corporelles, il n'y a plus tellement. On ne peut pas dire que c'est totalement éradiqué. Parce que parfois, ça demande l'intervention de la surveillance. Et bon, ça rentre dans un autre cadre. Mais nous essayons quand même au maximum de ne pas faire la violence envers les élèves. Bon, ils sont à côté de moi, je peux vous témoigner. Merci beaucoup. Merci aussi. Et donc, cet atelier va encore nous aider plus à relayer l'information à nos collègues et à pouvoir lutter contre ce fléau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de... J'aimerais bien qu'on rappelle les types de violences qui sont faites en milieu scolaire. Comme ça, quand on aura posé la question aux élèves et aux professeurs, ils vont se retrouver dedans. Par exemple, ma petite soeur qui ne sait pas concrètement le type de violence qu'elle subit en milieu scolaire. Vraiment, je me dis que si on rappelle tout ça, tout le monde va se retrouver dans le sujet et le débat sera vraiment concret. Donc, c'est ma suggestion, de rappeler un peu les types de violences qu'on peut retrouver en milieu scolaire pour que les professeurs, les élèves puissent se retrouver dans le débat et savoir que ça là, c'est une violence faite à mon égard, ça là, c'est une violence. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup. Marie, vous savez, par rapport aux violences faites aux jeunes filles en milieu scolaire, moi je crois qu'il n'y a pas une seule jeune fille qui va dire qu'elle n'a pas subi ça. Je ne crois pas. Il n'y en a pas. Il y a forcément cet élève-là, qui te harcèle, qui t'envoie de ces mots, qui te dit je vais aller dire ça, c'est ici que tu as fait ça alors que tu n'as pas fait, qui veut te salir forcément. Il y a ces enseignants-là qui, malgré que tu es intelligent, veulent te rabaisser. Parce que peut-être, il te veut, mais toi, tu ne le veux pas. Peut-être parce que tu es première de la classe, mais il va venir te dire, moi je me rappelle, il y avait mon prof de sciences physiques qui venait tout le temps me dire, c'est parce que tu as les bonnes notes en physique que tu es toujours première. Hein. Oh, si je te rabaisse ça tout de suite là, tu vas partir en deuxième. Sachant bien que si je suis deuxième, on va rentrer à la maison. C'était des choses comme ça, ils savent. Donc, il suffit que ces professeurs-là connaissent tes points faibles. Ils vont se baser sur ça pour te provoquer. C'est vrai, il y a certaines de nos jeunes sœurs qui sont là, qui provoquent les professeurs. Mais combien sont-ils? Disons la vérité. Elles sont combien à l'école? Quand nous prenons 10 filles, peut-être une seule fait ça. Attaquons vraiment le... Je parle de ce que moi je fais. On respecte la vie. On la laisse continuer. Je parle aussi d'un milieu reculé surtout. Puisque juste après ma licence, moi je suis partie travailler dans un village à 114 km d'Agny, à Follet. Là-bas, sincèrement, il n'y a même pas d'élèves qui provoquent les enseignants. J'ai fait aussi la ville.
Quand je parle des domaines actuellement, je veux plus me focaliser sur le village actuellement. Les enfants ne savent même pas ce qu'on appelle violence. Le parent ne sait pas que si ça se fait, je dois réagir. Parce qu'elle dit, je dis souvent, je vais appeler mon papa, Est-ce que celle du village va appeler son papa? Non. Papa va venir faire quoi? Papa va dire, oh, tu as trouvé un bon garçon comme ça. C'est ce que les parents disent. Pour eux, à 12 ans, 13 ans, tu dois avoir un enfant. Moi, on m'appelle vieille fille. Parce que je n'ai pas encore d'enfant. En fait, le problème là, je ne sais pas comment le dire. Ce sont des choses qui révoltent en fait. En milieu scolaire, par exemple, en classe de 3e, il y a seulement une seule jeune fille. Ils ont commencé à 5, les 4 sont tombés gosses et il y a seulement une seule. Et 3 sont tombés gosses des professeurs. En 6e, il y en a plein, 12 ans, 13 ans, tu les reçois à l'hôpital et le nom même de la personne, il ne connaît pas. Des fois, il connaît, mais il ne peut pas donner parce que la fille, elle a peur. Des fois, tu vas pour la sensibilisation, puisque je travaille dans le compte de l'hôpital et je travaille dans le compte de mon organisation Filles-Mères. Donc, des fois, tu vas pour des rassemblements, pour discuter avec les filles. L'enseignant veut forcément être là. Et il te dit qu'il va t'aider. Toi, tu ne sais pas. Tu commences, tu discutes. Après des jours, tu rencontres un enfant, tu discutes. Et c'est l'enfant qui te dit que l'enseignant, là, c'est lui. Des fois, on attribue les problèmes en voulant chercher la solution. On attribue les problèmes. Et tout le temps, vous cherchez la solution. Vous croyez l'avoir trouvé alors que c'est maintenant que vous créez le grand problème. Puisque en voulant résoudre le problème, il y avait le problème qui était encore là. Et puis, vous êtes là, vous croyez que vous êtes en train de résoudre. Sincèrement, ce sont des choses à revoir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Puisque en ville, au moins, il y a des choses qui se sont mises en place. Mais comment on peut aider ces élèves du village aussi à pouvoir progresser, à pouvoir évoluer dans les études sans être dérangés. Vraiment, c'est pertinent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même moi, je me rappelle que c'était depuis 2003, 3e développé, et qu'il y avait des têtes dans la classe quand il y a devoir. Elles nous ont dit qu'elles viennent sans slip et elles sont devant. Elles ouvrent bien pour baratiner le professeur en donnant l'opportunité aux autres de tricher. Et quand vous finissez, vous faites signe, elles ferment. Ce sont des réalités. Elles envoient la copie devant et les autres copient. Donc, pour vous dire qu'il y a aussi la violence en milieu scolaire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on parlera seulement de la violence qu'on fait sur les filles ou sur les garçons. Il y a aussi des professeurs aujourd'hui qui sont victimes. Je ne sais pas si on doit parler de violence sur les professeurs, mais il faudrait que dans nos plaidoyers, on puisse trouver l'aspect là ou aussi sensibiliser nos apprenants à ne pas s'en prendre aussi. Maintenant, je retourne vers vous. Les piliers vont fermer. S'il vous plaît. Après, le consultant peut parler. Mes amis, élèves et tout le monde. Et maintenant, posez une question. J'ai entretenu 20 filles de divers domaines, élèves, apprentis, etc. Et je travaille à Notien, je suis actuellement à Notien. Et quand vous allez à Notien, le phénomène est là, c'est-à-dire, là-bas, c'est pas qu'il faut appeler provocation, c'est la mode. Donc, dans certaines écoles, les soirs, vous voyez des filles sont dans les CP, etc. Les professeurs même en parlent. Là-bas, c'est autre chose. Il y a des écoles bien reconnues où les filles ne blaguent pas avec les questions de sexe. Maintenant, il y a une fille qui m'a donné une réponse et qui m'a intéressé. C'était avec Irène de AGPF. On lui a demandé comment elle s'en sort, c'est-à-dire comment elle arrive à déjouer les harceleurs. Elle nous a dit, c'est la réponse que la fille nous a donnée. Que quand toi, enseignant ou élève, tu viens une première fois, la façon dont tu accueilles, le visage que tu laisses là, c'est ça qui a fait que le professeur ou l'élève va continuer. Et donc, quand tout à l'heure, mon ami parlait, je ne veux pas que tu restes dans ce déni-là, parce que demain, papa peut être empêché ou bien peut ne pas être là, mais comment toi-même, tu vas réagir. C'est vrai, tu vas mettre en branle tout ce que tu as reçu comme éducation à la maison pour faire face, mais tiens-toi que demain, tu seras quelque part à l'université ou je ne sais pas, on va te draguer. Ça, c'est sûr. Donc, prépare tes réponses ou bien tes stratégies pour déjouer cette dernière. Maintenant, quand je viens aussi au niveau de nous enseignants,
Et, bon, la violence faite sur les enseignants, oui, l'habillement, machin des élèves, oui, je suis d'accord. Mais il y a une autre forme de violence voulue par les enseignants eux-mêmes. Qu'est-ce que je mets dans violence voulue? Nous avons tous fréquenté dans des classes. Il y a des professeurs, quand ils rentrent en classe là, ils n'ont même pas bâton. Mais leur personnalité t'impose une discipline. Mais aujourd'hui, il y a des enseignants, tu vas les voir, la fille met la main dans leur poche même pour chercher. C'est quoi ça? Il y a de la fidélité. C'est trop. C'est trop. On n'est pas à une semaine culturelle où on partage du biscuit tout le monde, mais quand on est dans le cadre scolaire ou quoi, il y a des trucs à respecter. Mais des fois, nous sommes trop bons et quand on est bon, les filles nous sucent. Donc, il va falloir aussi que nous mettions un peu de la rigueur dans certaines choses. Il ne faut pas être bon et trop bon. Donc, c'est un peu ce que je veux dire par rapport à certaines violences. En tout cas, ce que moi je qualifie de violence voulue. Sinon, quant à ce qui concerne l'habillement, oui, il faut agir sur ça. Je pense que l'exemple de lycée Agoué peut inspirer les autres. Et comme il y a plusieurs dames ici, vous reconnaissez également le tort que ça cause aux jeunes garçons qui peut-être n'ont pas la même maîtrise qu'un enseignant. Voilà. Donc, demandez à une jeune soeur de s'habiller décemment. On peut être couvert d'ici là. Quand tu pleures à l'homme, tu le plais, il viendra vers toi pour te draguer. Tu n'es pas obligé de faire cinéma cadeau avant d'être désiré. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Merci. Avant de vous donner la parole, je pense que vous avez voulu prendre la parole. C'est ça, non? Oui, allez-y. 5e, il est arrivé qu'une de nos élèves, de nos camarades de classe, a abandonné les cours en plein milieu de l'année scolaire. On ne savait pas au fait ce qui était à l'origine de cet abandon. Mais par la suite, on avait compris que c'était parce qu'elle était tombée grosse. Oui, parce qu'elle était tombée grossisse. Et donc, on l'a amenée dans un autre établissement privé pour poursuivre ses études. Donc, ensuite, en 3e, il y a eu aussi, il y avait un camarade qui est tombé en grosse en plein milieu de l'année scolaire. Et pour elle a continué. Elle a continué et jusqu'à. Mais elle a commencé avant d'aller à l'examen. Elle a commencé avant d'aller à l'examen. Elle a commencé jusqu'à. Non, elle a réussi. Elle a réussi à l'examen pour le monde. Mais actuellement, je ne sais pas si elle a continué. Elle a continué ou pas. Donc, vous avez voulu partager l'expérience avec nous pour savoir qu'il y avait des filles autour de vous qui étaient victimes. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, après cet atelier, est-ce que ou bien avant, est-ce que vous pouvez être une relève, c'est-à-dire auprès de vos jeunes frères, les sensibiliser sur les types de violences et le mal qu'ils font aux jeunes filles en les violentant, à vouloir avoir des relations sexuelles tant que vous êtes encore sur les bancs et auprès de vos parents. Est-ce que vous vous sentez prêt pour être ambassadeur du genre, défendre la cause féminine? Oui. Vous êtes prêt? Oui, compte tenu des bienfaits que ça apporte et de danger que ça pose, je pense que je suis prêt à l'affronter, à sensibiliser mes frères et mes camarades sur ce sujet. D'accord. Oui. D'accord. Oui, j'aimerais dire que ce projet serait très bien. Ne sont pas les mêmes. Depuis qu'on a abordé l'aspect scolaire, je sentais mon cœur battre jusqu'à présent parce que je peux dire que moi particulièrement depuis le collège jusqu'à l'université, j'ai toujours été la cible des enseignants. J'ai toujours été la cible des enseignants et j'ai vécu des expériences effroyables. Mon papa était enseignant. Ma maman enseignante, ça fait qu'on quittait de village en village et partout des problèmes avec des enseignants. Soit on t'envoie chercher le professeur qui dit j'ai oublié la clé la boîte de clé. Cours vite, prends la clé, va me prendre ça.
Le temps tu arrives, Il est là. Il est là. Et c'était, on te dit, chauffe-moi la sauce. La cuillère est dans la chambre. Tu rentres dans la chambre pour prendre la cuillère. On te suit déjà là. Et on saute sur toi. Mais je rends grâce à Dieu parce que il m'a toujours sauvé de ces situations. J'ai été victime plus de 5-6 fois. Plus de 5-6 fois. Il a fallu un jour même où mes cheveux étaient défaits, mes habits déchirés. Il fallait. Heureusement, le jour-là, j'avais cogné, mon pied avait cogné la porte. Le lit était à côté de la fenêtre. J'ai cogné, la fenêtre était ouverte. Il y avait comment on appelle, un forgeron en bas qui a crié, mais monsieur, laissez l'enfant. Et j'étais rentrée à l'école comme ça. Il m'appelait, mais viens, j'étais rentrée habit déchiré, jupe déchirée. J'ai mis mon slip là-bas. Mais parce que mes amis étaient des garçons, donc je n'avais peur de rien. Mes amis étaient des garçons, donc pour moi, et j'étais rentrée en classe comme ça. Avec mais les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais montée au créneau pour dire aux gens, voilà ce que le professeur a fait avec moi. Et c'était mon papa qui était venu me chercher. Donc, c'est comme ça les cas. Il a fallu une fois, mais moi, on m'a dit, c'était le temps de bourse, non? Ouais, on donnait des bourses. Mon directeur, il dit, non, tu attends, tu vas prendre ta bourse à Paris. Je vais à Paris, c'est un autre professeur qui m'attendait. Et les deux avaient fait, quand j'ai attendu, l'autre qui vient, mais tu cherches quoi ici? Mais c'est le directeur qui m'a dit d'attendre. Ok, tu vas attendre, il va arriver. Je vais faire un complot. Si tu vas prendre une bière, je dis non. Ok, il m'offre un matin. J'ai attendu depuis 9h du matin jusqu'à 18h. La bourse de 20 000 là. Et finalement, il dit, comme le directeur ne vient pas, je vais t'amener chez toi à la maison. Il me prend dans sa voiture. Il dit, ok, je vais prendre quelque chose à la maison. On va là-bas. Il me fait introduire dans sa chambre. Mon Dieu, c'est tout mon calvaire. Ça n'a pas été facile. Il a fallu de paix. Et finalement, la chose m'a dit, mais dis-le que tu vas accepter. J'ai dit, monsieur, je vais accepter. Je vais mettre ça dedans moi-même. Je vais mettre ça dedans moi-même. Il dit, voilà ce qu'il fallait faire depuis. Oui. Et quand j'ai pris son truc là, l'autodéfense. C'était l'autodéfense. Et je l'ai attrapé par mes dents ici. Il criait comme un cheval, la famille. Ça, c'est la légitime défense. C'est juste une recommandation à CCDF. La recommandation, écoutez la recommandation. CCDF pour une suite de ce programme-là en milieu rural. Une suite de ce programme en milieu rural ne serait-ce que des sensibles. Parce que depuis qu'on a commencé par en parler, j'étais perdue. Je tripotais mon portable, mais c'est des souvenirs. Ça fait que j'ai eu des problèmes pour faire. Même à l'université, c'est le même cas. À l'université, je ne sais pas, mais finalement, j'ai dit, mais c'est quoi? J'ai fait quoi aux enseignants et puis me poser comme ça. Ça fait que quand je me suis mariée, mon foyer n'a pas été en paix parce que j'ai développé le mutisme. Non. On pouvait tout faire avec moi, je ne pouvais pas parler. Parce que chaque fois, je regardais tout ce qui m'était passé. Et les gens disent, cette femme, elle est très calme. Mais je ne suis pas de nature calme en fait. Mais c'est parce que j'ai intériorisé les choses. Il fallait que je sorte de ce mariage-là pour que ma vraie personnalité se développe. Sinon, j'étais là, j'entreprends des choses, je ne peux pas aboutir parce que je ne peux pas parler en public. Quand je sors, je regarde des choses, mais je ne peux pas les exprimer. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, mais il faut sortir de ce mariage. Et tu vas voir ta personnalité s'exposer. Quand je m'étais sortie, mais des fois, je me dis, Maurice, c'est toi. Quand je parle, je m'étonne. Je m'étonne. Voilà les conséquences de tout ce que ça donne. Donc vraiment, si c'est DF, il faut vraiment continuer et aller dans d'autres milieux un peu plus Madame, merci beaucoup. Une question pour vous. Mon papa m'a mis dans l'enseignement. La décision même était sortie pour que j'aille dans l'enseignement, j'ai été mise. J'ai fait mon 2 à l'université, j'ai commencé par faire les TD. On me préparait pour devenir professeur d'université, j'ai dit à cause de
de tout ce que j'avais vu. Donc, mon enfant ne serait jamais enseignant. Et il ne poussera jamais l'enseignant.